لا تعرفون اليوم من تقاتلون. أما حزب الله لا يمكن أن يكون في جبهة فيها أمريكا أو فيها إسرائيل أو فيها نابشو قبور وشاقوا صدور وقاطعوا رؤوس. Bismillahirrahmanirrahim. Depuis le 10 mai 2021, les affrontements font rage entre la résistance palestinienne et l'armée israélienne. Des milliers de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza contre des Israéliens et bien entendu, des centaines de raids israéliens bombardent quotidiennement la bande de Gaza, entraînant la mort de centaines de civils, dont plus de la moitié sont des enfants, des femmes et des personnes âgées. Chers auditeurs, bienvenue dans ce 7e épisode d'Axe de la Résistance sur ERFM. Nous allons donc traiter de cette thématique en 2 épisodes consécutifs. Le premier abordera les causes profondes de ces affrontements qui durent maintenant depuis des décennies. Et dans un second épisode, nous reviendrons sur le déroulement de ces affrontements, particulièrement lors du mois de mai 2021. J'accueille donc aujourd'hui, pour nous en parler, Youssef Indy, Alain Soral et Yvan Benedetti. Mais avant ça, je vous propose de rappeler quelques événements, disons l'étincelle ou alors la goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase, puisque dès le premier jour du mois de Ramadan cette année, les autorités israéliennes avaient émis une interdiction de l'appel à la prière dans la mosquée Al-Aqsa. De plus, ils avaient mis en place un dispositif sécuritaire qui empêchait les regroupements devant la porte de Damas, qui est donc un des accès à la mosquée. Ça avait bien entendu donné lieu à des affrontements entre civils palestiniens et la police israélienne, entraînant des incursions au sein de la mosquée Al-Aqsa. Mais voilà, le 10 mai 2021, Mohamed Ad-Deif, qui est l'équivalent du chef d'état-major de la branche armée du Hamas, émet un communiqué dans lequel il somme le gouvernement israélien de lever le dispositif sécuritaire qui empêchait les regroupements devant la porte de Damas, près de la mosquée Al-Aqsa. Il somme également le gouvernement israélien de mettre fin aux violences contre les civils palestiniens et de mettre fin aux incursions policières dans la mosquée Al-Aqsa. Enfin, il somme l'État israélien d'annuler la loi permettant à des juifs d'exproprier et d'expulser les fameux habitants du quartier Al-Sher Jarrah. Bien entendu, le gouvernement israélien ne va pas prendre en compte ce communiqué et le soir du 10 mai 2021, une centaine de roquettes partent de Gaza vers les territoires occupés. Une partie d'entre elles tombe sur Jérusalem et donc les députés de la Knesset sont évacués en urgence. À partir de là, l'aviation israélienne va mener des raids contre la bande de Gaza. C'est là le début de la guerre. Alors voilà pour les causes, disons, conjoncturelles et de surface. Maintenant, pour parler des causes plus profondes et de longue durée, j'accueille Youssef Indy. Salam alaikum, Youssef. Alaikum salam, Aïssa. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Alors, nos auditeurs le savent, tu es un spécialiste des religions. Tu as également beaucoup travaillé sur l'idéologie édifiée et promue par les autorités israéliennes. Comment analyserais-tu ces récents événements, cette succession d'épisodes de violence, avec les objectifs de longue durée de l'armée israélienne, qu'il s'agisse de la mosquée Al-Aqsa, de Jérusalem ou plus globalement de la Palestine? D'accord. Alors, ce qu'il faut, il faudrait retourner loin en arrière, mais je vais rester sur la période contemporaine pour que les gens puissent avoir une continuité historique facile à suivre. Jusqu'en 1967, disons que l'État d'Israël était sur une ligne athéiste, donc c'était sur le modèle du sionisme politique athéiste de type herzlien. Simplement l'idée de rapatrier le peuple juif en Terre Sainte, lui offrir un foyer, c'est comme son nom l'indique au départ, un foyer national juif pour le protéger des pogroms, etc. Bon, moi, mon travail, mon premier ouvrage, paru en 2015, Occident Islam, tome 1, sur ces genèses messianiques du sionisme, j'ai mis en évidence, j'ai démontré que le projet sioniste, à l'origine, son marqué était religieux.
Et il a pris une apparence matérialiste, athéiste, socialiste à la fin du 19e siècle et durant sa construction au 20e siècle. Mais en 1967, il y a eu véritablement un tournant durant la fin de la guerre des 6 jours, avec la conquête de la vieille ville par Tsahal. Et à ce moment-là, il y a eu une véritable poussée de fièvre messianique avec des rabbins, comme par exemple Shlomo Goren, qui était partisan de la destruction de la mosquée d'Al-Aqsa afin de restaurer, reconstruire le troisième temple. Et beaucoup d'observateurs ont été surpris de voir qu'à partir de 67, il y a eu véritablement ce tournant et une conversion massive à l'échelle internationale des rabbins au sionisme religieux, sachant qu'avant cette période-là, la majorité des rabbins à travers le monde étaient anti-sionistes, parce que du point de vue du judaïsme talmudique, je dis bien judaïsme talmudique et non pas le judaïsme kabbalistique messianique, il fallait attendre le retour, enfin plutôt pas le retour, l'arrivée du Mashiach, le Messie des Juifs, pour rapatrier le peuple juif en Terre Sainte et deux, reconstruire le troisième temple. Mais cette tendance que j'appelle messianiste active, à partir de la fin du Moyen Âge, a entrepris d'accomplir son dessein messianique elle-même. C'est-à-dire le peuple juif est devenu lui-même son propre messie. Et à partir de là, à partir de 1967, la tendance religieuse messianiste en Israël a commencé à prendre le pas sur le sionisme laïque. D'abord sur le plan politique, parce que par exemple Netanyahou, une partie du Likoud et de ses alliés sont de véritables religieux messianistes qui ont à la bouche quasiment que des références bibliques, le livre de Josué, le livre d'Esther, etc. Et ainsi que dans l'armée. Cette dernière décennie, il y a eu véritablement une montée en puissance des religieux au sein de l'appareil militaire israélien. Ceci étant dit, pour arriver à l'époque actuelle, la période actuelle, on va remonter simplement aux années 2000, on constate qu'il y a des provocations récurrentes autour de l'esplanade des mosquées par les Israéliens. Souvenez-vous que la seconde intifada a commencé après le 28 septembre 2000, lorsque Ariel Sharon, qui était alors Premier ministre israélien, a débarqué sur l'esplanade des mosquées avec des militaires et avec leurs chaussures. Ça a été une provocation mûrement réfléchie. C'est ce qui a déclenché la seconde intifada, puisque la méthode israélienne sioniste consiste à faire avancer son projet par guerres successives. Et pour déclencher des guerres, il faut des provocations. Et c'est devenu une méthode récurrente, parce que ce qui s'est passé là actuellement, les tensions ont commencé ces dernières semaines autour à Jérusalem, quand les autorités israéliennes ont voulu chasser des familles palestiniennes de leur maison à Jérusalem. Puis l'étape suivante, ça a été Tsahal qui rentre dans la mosquée, dans la salle de prière, à l'heure de la prière et à la fin du Ramadan. Et c'est ça qui a embrasé Jérusalem et puis Gaza. Alors quel serait l'objectif, on va dire, poursuivi par l'État israélien actuel ? Alors, en fait, il y a plusieurs objectifs en fonction du contexte. Aujourd'hui, Netanyahou est dans une situation difficile. Il y a les affaires judiciaires, il y a le Parlement qui est encore et toujours fragmenté, donc Benjamin Netanyahou n'arrive pas à avoir de majorité. Il y a le contexte géopolitique, parce que faut pas oublier que Israël et son lobby ont été à la pointe de la guerre, notamment en Syrie, pour faire sauter le verrou syrien et pour étendre ses frontières. Ce n'est plus un secret, c'est officiel, le projet israélien est de s'étendre, disent-ils, du Nil à l'Euphrate.
Or, la guerre contre la Syrie, de même que les guerres successives contre le Liban, ont été des échecs. Donc, Israël se retrouve acculé sur le plan géopolitique, sur le plan militaire et même sur le plan diplomatique. Ils ont quand même réussi, durant cette période de guerre terroriste stipendiée par les pétromonarchies et leurs alliés, dont Israël, l'armée est soutenue, ils ont quand même réussi, les Israéliens, à se mettre à dos les Russes, la grande puissance militaire et nucléaire eurasiatique. Il n'est pas si loin que ça, d'ailleurs, militairement. Mais est-ce que sur le plan diplomatique, par rapport à la période de normalisation avec les pays arabes, on peut parler d'un échec aussi flagrant? En fait, les pays arabes, je vais être un peu brutal, mais les pays arabes qui ont normalisé leur rapport avec Israël étaient déjà plus ou moins, ça dépend des cas, des larbins d'Israël et des alliés d'Israël en Occident, et entretenaient déjà de très bons rapports avec Israël bien avant la normalisation officielle. En réalité, pas grand-chose a changé. Par contre, ce qui a changé sur le terrain, c'est l'armée iranienne qui est à la frontière, si on peut appeler ça une frontière israélienne dans le Golan, elle est en Syrie. Le Hezbollah est plus puissant que jamais puisque d'une certaine façon, la guerre en Syrie lui a permis de se déployer et d'accumuler de l'expérience. Les Russes sont présents militairement. Il y a eu des mises en garde virulentes du Kremlin vis-à-vis à l'encontre d'Israël. Là encore, durant le bombardement de Gaza, il y a eu un appel assez ferme, sans précédent, de la Russie envers Israël. Concrètement, sur le terrain, Israël est affaibli. Et les provocations israéliennes sont un moyen, du point de vue des sionistes, de sortir de cette situation. D'une certaine façon, ils ont tout intérêt à embraser la région et à entraîner leurs alliés dans une guerre. Et je pense même que les États-Unis en ce moment ne sont pas très chauds pour cela. Et c'est comme ça en réalité que fonctionnent les Israéliens et que le projet sioniste avance. Il avance par la guerre et surtout il avance par des guerres qui entraînent, ou du moins qui tentent d'entraîner ses alliés dans ces conflits pour faire accomplir son propre agenda. La question que je me posais par rapport à ce que tu étais en train de dire, c'est on a vu actuellement que des brigades irakiennes qui sont liées aux gardiens de la révolution islamique d'Iran, donc notamment ce qu'on appelle le Hashd Sharbi, toute la résistance populaire contre Daesh, toutes ces milices, ou la plupart d'entre elles, ont émis des communiqués dans lesquels ils ont dit qu'ils allaient rejoindre la résistance palestinienne et aider la Palestine à libérer Jérusalem. Est-ce que finalement, cette étape est vraiment à l'avantage d'Israël? Est-ce que ça ne serait pas le coup de trop? Alors, alors, il y a plusieurs niveaux en fait, de lecture. De toute façon, du point de vue de la population israélienne, les guerres ne sont absolument pas bénéfiques. Dès le départ de la création du foyer national juif, il était question pour les sionistes non pas de faire venir des élites. Vous avez bien remarqué que Bernard-Henri Lévy et Jacques Attali ne vivent pas en Israël. Il s'agissait de faire venir de la chair à canon, d'abord des séfarades, puis d'autres, pour alimenter démographiquement la Palestine occupée et utiliser les Israéliens, parce que c'est une société qui est militarisée, comme de la chair à canon pour un projet en réalité qui ne sert ni les Juifs de base, ni les Juifs israéliens, ni la diaspora juive à l'échelle internationale, mais comme je le dis et le répète et l'écris depuis maintenant des années, il s'agit d'un projet messianique, d'un projet religieux, et qui implique le sacrifice d'une partie des Juifs. En fait, il faut bien garder à l'esprit que du point de vue des élites juives, il n'a jamais été problématique pour eux de sacrifier une partie des Juifs pour faire advenir
le Mashiach et la domination universelle telle qu'inscrite dans la Bible. Maintenant, par rapport aux milices irakiennes, le problème, c'est que Israël, quand le lobby pro-israélien a poussé les États-Unis à détruire l'Irak de Saddam Hussein, et qu'ils ont ensuite poussé les puissances occidentales à attaquer par proxy, par terroristes interposés, la Syrie, ils ne s'imaginaient pas, ce n'était pas dans leur plan, de voir un arc iranien se dessiner de Téhéran jusqu'à Beyrouth. C'était pas le projet initial, mais c'est devenu la situation à laquelle fait face aujourd'hui Israël. Et à partir de cette situation, il faut toujours se mettre du point de vue des Israéliens, c'est-à-dire de Netanyahou, mais des fanatiques qui l'entourent, que ce soit dans la classe politique ou dans l'armée, quoique l'armée est toujours dirigée par l'état-major, etc. Les Israéliens sont des gens assez pragmatiques et qui même ont déclaré à plusieurs reprises qu'ils ne voulaient pas de guerre contre l'Iran. Donc en fait, ceux qui veulent entraîner la société israélienne dans des guerres successives ne sont pas des gens qui sont rationnels. Ce sont certes des hommes politiques qui ont des intérêts particuliers, mais qui ont aussi une vision religieuse et une vision religieuse et des objectifs religieux et messianiques. Et si atteindre ces objectifs passe par la mort d'une partie de la population israélienne, ils iront. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Maintenant, du point de vue des dirigeants israéliens, même de Netanyahou, c'est comment, à partir de cette situation actuelle de contention, parce que c'est un retour de flamme, hein, de contention de l'entité sioniste, comment faire pour se sortir de cette situation et redémarrer le projet sioniste. La seule solution, c'est la guerre, d'où les provocations successives. Mais effectivement, il y a la dimension personnelle propre à Netanyahou, qui a besoin lui aussi de guerre et d'ennemis extérieurs pour qu'on oublie ses affaires, ses casseroles et aussi son affaiblissement politique, parce qu'il est sur un siège éjectable en ce moment. Très bien, et merci à toi Youssef pour ces éclairages. Je t'en prie, merci à toi. Je te dis à très bientôt si Dieu veut. Très bientôt, Inch'Allah, avec plaisir. Alors, je vais maintenant me tourner vers Alain Soral, président d'Égalité et Réconciliation. Monsieur Soral, bonjour. Bonjour. Alors, ça fait maintenant longtemps que vous étudiez en profondeur le sionisme et que vous partagez les résultats de vos analyses à travers vos livres, vos articles ou sur Internet. Alors, selon vous, comment est-ce qu'on pourrait articuler d'un côté les efforts de paix réalisés par la diplomatie israélienne avec les pays arabes qui ont accepté de normaliser leurs relations ces dernières années, et de l'autre côté, toutes ces provocations et cette violence en interne, que ce soit contre la mosquée Al-Aqsa, comme vient de le décrire Youssef Indy, ou même contre le peuple palestinien? Il faut comprendre que la paix n'est pas l'intérêt d'Israël et ne l'a jamais été. Parce qu'en fait, si se passe une normalisation avec les Palestiniens, ça veut dire partager la terre, partager la citoyenneté. Or, le moteur profond d'Israël, ce qui a été caché, on va dire, par la Shoah, ce n'est pas des Européens qui viennent se réfugier au Moyen-Orient pour éviter les persécutions nazies, c'est l'accomplissement d'un projet qui est un projet biblique, qui est le peuple élu et sa terre promise, avec une idée profondément raciale, ethnique et bien sûr religieuse, ce qui veut dire que chaque fois que des citoyens israéliens vont vers la paix avec les Palestiniens, parce que c'est un problème de vie quotidienne, forcément. Les élites, on va dire israéliennes, qui d'ailleurs souvent ne sont pas en Israël, comprennent le danger pour Israël, et qu'à ce moment-là, s'arrangent pour faire capoter. Rappelons-nous de l'assassinat de Rabin, et de comment on finit les accords d'Oslo. Donc ça, les élites israéliennes, je dis, qui ne sont pas en Israël et qui ont cette vue profondément religieuse et dominatrice, s'arrangent pour faire capoter le processus de paix, pour recréer une situation de guerre. Et d'ailleurs, si on veut avoir une vision plus court-termiste, on voit bien que quand Netanyahou a du mal à se maintenir au gouvernement ou à créer une coalition, la meilleure stratégie, c'est toujours l'union sacrée contre le danger et l'ennemi commun, ce qui est pas
facile à vendre en Israël, compte tenu que c'est un petit État européen au milieu du monde arabe, et donc entouré d'Arabes et de musulmans, et ben, immédiatement, on relance ce processus de union sacrée face à la menace immanente et face à l'ennemi permanent. Hein. Oui, c'est une stratégie qui est vieille comme le monde, et on se rappelle qu'en France, effectivement, quand il y a eu la Troisième République était en difficulté, qu'il commençait à y avoir des alliances, notamment avec le cercle Proudhon, entre certains monarchistes sociaux et certains, on va dire, syndicalistes sur une ligne Proudhon-Sorel, et ben que la revanche contre le Bosch et la nécessité de l'union sacrée contre l'Allemagne s'est réactivée très violemment, et ça a été solutionné d'ailleurs par la Première Guerre mondiale. Donc il y a des constantes qu'on retrouve un peu partout, mais qu'on retrouve notamment et encore plus en Israël. Mais alors cette constante stratégique des élites israéliennes, finalement, si je comprends bien, ne répond ni aux critères de la logique si on cherche la vérité, ni aux exigences de l'éthique si on cherche à faire le bien, mais elle a au minimum pour elle d'être convaincante, elle a une force de persuasion, puisque beaucoup de gens tombent dans le panneau, on va dire. Alors selon vous, quelles seraient les clés de lecture qui permettraient à un Français moyen, disons, de comprendre ce qui se cache derrière ces manipulations et aussi de comprendre l'importance de ce genre d'événement finalement? La vision qu'ont les Français qui ne se sont pas obligés de se passionner pour ce sujet, je comprends, parce que pour eux, c'est loin géographiquement et c'est loin culturellement, et pourtant c'est très très près en réalité quand on comprend la géopolitique mondiale. On est très impliqué là-dedans, même si ça se voit pas immédiatement. Et malheureusement, notamment aujourd'hui, l'influence d'un Zemmour omniprésent dans les médias nous font croire qu'il y a que deux camps, c'est-à-dire qu'il y aurait d'un côté le monde musulman qui serait uni contre Israël, le petit Israël fragile, et qui représenterait d'ailleurs la civilisation occidentale, et qu'il faudrait aller soutenir. En réalité, ce qu'on constate de façon très visible aujourd'hui, quand on est honnête, c'est que à l'intérieur même du monde musulman, qui est très divisé, et notamment le monde sunnite, puisqu'il n'y a pas d'instance hiérarchique du sunnisme, contrairement au chiisme, ce qui explique d'ailleurs, on verra pas mal de choses. En réalité, avec la montée de l'islam qu'on appelle wahhabite, c'est-à-dire l'islam financé par l'Arabie saoudite et plus largement par les Émirats, on a en réalité un islam qui s'est détaché du sunnisme, on va dire accepté traditionnellement, pour devenir en fait un auxiliaire de l'impérialisme américain et du sionisme. Et ce qui a été une thèse pendant très longtemps, avec les accords de Quincy, c'est-à-dire on voyait bien que l'Arabie saoudite ne pouvait exister que par le parapluie américain, et que c'était donc incompréhensible que l'Amérique, qui protège l'Arabie saoudite, la laisse promouvoir une idéologie violemment agressive qui s'appelle le takfirisme. Donc, on a été étonné pendant quelques temps de cette apparente contradiction. Et puis, en fait, on se rend compte aujourd'hui, parce que c'est devenu officiel, que le sunnisme saoudien, c'est-à-dire le wahhabisme, pour le dire simplement, est aujourd'hui un allié total et même une créature de l'impérialisme américano-sioniste. Et que donc, il y a bien aujourd'hui au moins deux mondes musulmans, même si on simplifie, un monde musulman de résistance à la domination américano-sioniste, et dont le phare est aujourd'hui l'Iran chiite, parce que c'est un grand pays avec une longue histoire, et puis ceux qui travaillent avec l'Iran chiite, et puis de l'autre côté un islam de collaboration. Tout ça, c'était déjà dans mon livre Comprendre l'Empire dès 2011, qui est cet islam dit terroriste, dont on a l'impression que c'est un islam qui agresse l'Occident, alors qu'en réalité c'est un islam instrumentalisé qui est au service de la domination américano-sioniste. Très bien, donc vous avez parlé ici, on va dire, des chiites, vous avez également parlé du sunnisme traditionnellement accepté. Il y a quand même aussi une troisième composante qui est, on va dire, la branche laïque de la résistance, à savoir notamment l'armée arabe syrienne. Comment est-ce que vous l'incluriez, on va dire, dans cette équation de la résistance face à justement ce bloc sioniste, takfiri?
C'est une très bonne remarque qui va nous permettre de rappeler qu'à l'origine, la cause palestinienne, alors si on remonte à l'origine des origines, elle est chrétienne même, hein, ça, Youssef Indy en parle très bien, mais surtout quand on se rappelle de la grande époque de la cause palestinienne, avec notamment le FPLP, l'OLP et Yasser Arafat, c'était un mouvement laïque et international, hein, et il faut rappeler, et ça d'ailleurs ça veut dire beaucoup de choses, qu'au départ le Hamas, c'est-à-dire l'islamisation de la cause palestinienne, est une volonté d'Israël dans le but d'islamiser la question palestinienne pour couper en fait la cause palestinienne de la gauche occidentale, puisque le gros problème qu'avait Israël, et on voit bien à l'époque de mai 68 et puis toutes les années 70, c'est que la gauche mondiale, étant humaniste et droit de l'hommiste, était 100% pro-palestinienne. Et ça, c'était le gros problème d'Israël. Et comment Israël a répondu à ce problème? C'est en favorisant l'islamisation de la cause palestinienne, en favorisant la montée du Hamas contre l'OLP. Hein. Et donc aussi, ça explique pourquoi aujourd'hui, alors que le Hezbollah, à l'image du chiisme, est une structure de résistance très hiérarchique, très hiérarchisée, avec peu d'infiltration, hein, on voit bien que c'est Nasrallah qui dirige. Le Hamas, selon que c'est un Hamas piloté de l'extérieur par le Qatar, selon que c'est un Hamas de résistance, je dirais, issu de Gaza lui-même, est traversé par des tas de lignes de fracture, pour ne pas dire plus. Pour appuyer votre propos, d'ailleurs, on a pu voir depuis la guerre de Syrie, on va dire, l'éloignement du bureau politique du Hamas d'avec l'armée arabe syrienne de Bachar al-Assad lorsqu'ils ont été aspirés par l'émirat qatari, alors que les brigades Azad-Din al-Qassam, donc, qui sont la branche armée du Hamas à Gaza, qui elles ont nécessairement besoin des armes iraniennes, se sont toujours un petit peu mieux comportés, notamment avec leur porte-parole Abu Obeida, qui à chaque fois remerciait l'Iran et Hezbollah. Et ça valide totalement votre propos, notamment sur le fait qu'on a finalement derrière cette image unifiée du Hamas, plusieurs infrastructures qui n'ont pas toujours les mêmes intérêts et qui surtout n'ont pas toujours les mêmes positions. Oui, et puis un paramètre qu'on exclut dans cette longue histoire de la résistance palestinienne, c'est aussi le rôle de ce qu'on appelle le nationalisme arabe. Hein. N'oublions pas que Nasser, c'est du nationalisme arabe. La Syrie, et puis même on a oublié l'Irak qui a été détruit depuis pour d'ailleurs cette raison-là, hein, c'est-à-dire le bassisme, c'était des mouvements qui soutenaient la Palestine et qui étaient laïques, hein, profondément. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'affaissement, l'effondrement de l'Égypte, la destruction de l'Irak, on a tout ce pan, je dirais, de cause palestinienne laïque qui est mise sous le boisseau, qui s'est effondré au profit on va dire, de sa lecture strictement religieuse. Le seul, effectivement, point qu'on peut faire remarquer, c'est le soutien à la Palestine par le régime syrien, qui, je rappelle, est un régime laïque, même si c'est un régime laïque avec des Arabes musulmans. Hein. Les Syriens sont des Arabes musulmans, mais dans un régime officiellement laïque, qui est issu du bassisme. Hein, voilà. Donc, il faut remettre cette complexité dans la vision de la question, et malheureusement avec des Bernard-Henri Lévy, avec des Zemmour qui là-dessus sont main dans la main, hein, on a une vision simplifiée qui veut réduire la question palestinienne à une lutte de l'islam radical et donc terroriste contre le monde libre occidental laïque, alors qu'en réalité c'est infiniment plus complexe que ça. Et même quand on regarde de plus près, je dirais même que ça s'inverse, puisqu'on se rend compte que les plus fanatiques religieux sont en fait on va dire les sionistes et les chrétiens sionistes, puisque c'est même comme ça qu'ils s'appellent, et que peut-être les plus humanistes sont ceux qui sont du côté de la Palestine. C'est d'ailleurs mon cas. Si moi je suis pro-palestinien, c'est par humanisme, parce que je vois d'un côté des gens surarmés par une puissance impériale qui est l'Amérique, massacrer des femmes et des enfants, qu'on essaye de chasser de leur territoire historique. Hein. Je rappelle que, quand même, pour contrer tout le mensonge dominant, que Israël est un État hystériquement et historiquement terroriste, et que les terroristes, ce sont les Israéliens, hein, et que les Palestiniens sont les résistants. Hein. Ils résistent à un processus de terreur. Hein. Bien, écoutez, je crois que là, c'est très clair. Je vous remercie, Monsieur Soral, pour vos éclairages. J'espère vous avoir bientôt dans cette émission d'Axe de la Résistance pour une nouvelle intervention, si Dieu le veut. N'hésitez pas à faire appel à moi. Merci à vous.
Alors, je vais maintenant accueillir Ivan Benedetti. Ivan Benedetti, bonjour. Bonjour. Alors, Ivan, tu as été président de l'Œuvre française, si je ne me trompe pas, qui est un mouvement qui a été dissous par Manuel Valls. Et du coup, tu es maintenant porte-parole d'un mouvement qui s'appelle Jeunes Nations, c'est bien ça? Alors, Jeunes Nations, c'est le site internet de réinformation. Et le mouvement pour lequel je suis le porte-parole s'appelle Les Nationalistes. D'accord, très bien. Le dernier bilan de cette agression sur le plan humain, c'est 192 martyrs, dont 58 enfants, 1235 blessés. Donc on voit qu'on est à plus de 25%, plus d'un quart d'enfants tués dans ces agressions. Tu parlais de l'appui, en tout cas du rôle que pouvaient jouer certains milieux sionistes, notamment en Europe ou aux États-Unis, dans l'appui et le fait que ça permette une sorte d'immunité à cette entité sioniste. Finalement, en quoi ça concerne la France, cette question israélo-palestinienne? Alors, j'ai vu de nombreuses publications là, chez certains amis et mouvements du camp national, nous disant que nous étions étrangers à ce conflit, que ça ne nous concerne pas. C'est faire preuve d'une grande erreur politique que de croire que ce conflit, nous sommes étrangers à ce conflit. Et pour plusieurs raisons. Bon, la première, nous en avons parlé, un positionnement de simple justice. On ne peut pas accepter comme ça qu'un peuple soit martyrisé, que des enfants, des femmes, des enfants soient régulièrement assassinés, que des maisons soient détruites pour appliquer le plan de colonisation du gouvernement israélien qui a besoin, je parle de Netanyahou, qui est menacé de condamnation et de procès chez lui, donc il a besoin de l'alliance de l'extrême droite israélienne et des colons. Donc c'est déjà un positionnement de simple justice, de défense de la justice et des opprimés. Ça, c'est la première chose. On ne peut pas dire, détourner les yeux et dire ça ne nous concerne pas. Ensuite, la deuxième chose, c'est que Israël, avec l'influence des communautés juives en Occident, notamment aux États-Unis et à Paris, quand Israël éternue, c'est tout l'Occident qui s'enrhume. Donc, prétendre qu'on peut rester en dehors de ces conflits est une erreur grave, et c'est soit méconnaître l'influence du communautarisme juif en Occident, soit ne pas avoir le courage de le dénoncer, parce qu'on sait très bien que dès qu'on s'attaque, et j'en sais quelque chose, dès qu'on s'attaque à la puissance du judaïsme politique en France ou en Occident, c'est l'équivalent de mettre les doigts dans la prise. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que nous avons sur notre sol une importante communauté arabo-musulmane, et que cette politique de deux poids, deux mesures, c'est-à-dire de fermer les yeux sur les exactions de l'entité sioniste et de ne pas se préoccuper de la destinée du peuple palestinien, chez lui, fait que et nourrit une colère importante au sein de la communauté musulmane chez nous, et qui permet toutes les manipulations de certaines obédiences, de certains services pour développer un terrorisme takfiriste, développer un certain courant artificiel de l'islam qui sert les intérêts du mondialisme. Donc, si nous souffrons du terrorisme chez nous depuis de nombreuses années, c'est en partie parce que les gouvernements français successifs, soit ferment les yeux, soit soutiennent sans condition la politique du gouvernement israélien en matière de colonisation et de répression des droits des Palestiniens.
Là, un autre point qui est très très important, c'est que il y a Jérusalem n'est pas qu'une ville musulmane ou une ville juive. C'est la ville des trois religions. Il ne faut pas oublier que nous avons, nous, et je parle en tant que chrétien historique, puisque je suis français culturellement, politiquement, historiquement, je suis catholique, eh bien, à Jérusalem, il y a le Saint-Sépulcre, il y a le tombeau du Christ, et que suite à de nombreuses présences des Occidentaux à travers les croisades, notamment en Palestine, à Jérusalem, il y a un héritage français à Jérusalem avec des lieux de souveraineté. Donc, au-delà même de la présence de la chrétienté à Jérusalem. Donc, c'est une ville qui est aussi chrétienne, il ne faut pas l'oublier. Je trouve profondément scandaleux que, personnellement, en tant que combattant nationaliste et étant antisioniste historique, je dirais, je suis interdit d'aller en Palestine, m'incliner sur la tombe du Christ. D'ailleurs, j'ai entendu que certains milieux religieux avaient initié des actions en justice justement pour priver la France de ses territoires en fait qu'elle a en Terre Sainte. De sa souveraineté, oui, et ce qui est très intéressant, et on va retomber encore un homme qui est à la croisée de tous les chemins en France et qui mène une action pour phagocyter tout le combat national, c'est Golnadel. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, il y a une association juive extrémiste qui s'appelle Ekdesh, qui fait un procès au consulat français à Jérusalem, qui fait un procès à la France pour réclamer la propriété, la gestion du tombeau des rois qui appartient à la France. Et qui est l'avocat de cette association Ekdesh? C'est le fameux Golnadel, qui se prétend patriote français, mais qui n'hésite pas à défendre une association extrémiste juive contre la France. Vous voyez toute l'hypocrisie, enfin tu vois toute l'hypocrisie du positionnement de cet avocat qui a ses rondes serviettes sur les médias français en général et en particulier celui de Bolloré, CNews, hein, la chaîne aussi de Zemmour. Donc, il y a historiquement des lieux qui appartiennent à la France à Jérusalem, il y a des lieux sous souveraineté française, il y a des chrétiens à Jérusalem qui n'ont de cesse depuis 1948 et depuis la création de l'entité sioniste, eh bien, la communauté chrétienne ne cesse de diminuer en Palestine parce qu'elle est l'objet d'une politique très discriminatoire de la part du gouvernement israélien. Et encore dernièrement, régulièrement, le Saint-Sépulcre est fermé puisque en signe de protestation contre la politique du gouvernement israélien. Et toi qui es au fait de ce qui se passe et de la résistance en Palestine, les chrétiens sont rangés derrière la lutte contre l'entité sioniste. C'est donc un point important là encore qui fait que nous ne pouvons pas détourner les yeux face à ce conflit. Et puis le dernier point qui est aussi très très important, et il faut s'élever, c'est un point politique. Je dis à tous ces nationaux, tous ces militants nationaux qui luttent pour le rétablissement de la France historique, je leur dis que ceux qui veulent détruire les nations historiques en Europe et ceux qui veulent détruire la France ont pour capitale Jérusalem, parce que nous sommes en face d'un projet mondial, d'un projet de domination mondiale, d'un judaïsme qui est le projet d'un judaïsme politique qui veut araser tout ce qui constitue un enracinement, une défense d'identité,
des frontières, une religion qui est la nôtre, pour imposer un gouvernement mondial dont la capitale serait Jérusalem. Et je ne suis pas un complotiste acharné, ou je ne suis pas un inventeur. Je me base tout simplement à ce que dit Attali. Regardez ce que dit Attali. Attali dit que il y a une terre promise, que la terre promise, ce n'est pas la Palestine, contrairement à ce que l'on croit, c'est toute la planète, et que la capitale de cette terre promise, c'est Jérusalem. C'est-à-dire qu'il y a un projet mondial pour substituer à notre capitale civilisationnelle de l'Occident, c'est-à-dire Rome, que ce soit la Rome antique, puis ensuite la Rome catholique, eh bien, il faut substituer à cette capitale, Rome, il faut lui substituer Jérusalem. C'est pour ça que le projet sioniste était un projet important pour eux, parce que cela leur a permis de mettre la main sur Jérusalem. Alors, ils ont mis la main sur une partie de Jérusalem, et petit à petit, au-delà des territoires de 1948, ils grignotent. Donc, s'imaginer qu'on peut rester en dehors d'un conflit tel que celui-là, que ce soit du point de vue de la morale, de la justice ou de la politique, nous sommes impliqués totalement dans ce conflit, et il faut avoir le courage de prendre parti, parce que souvent, le fait de dire que, et le fait de renvoyer dos à dos Palestiniens et Israéliens est plutôt un manque de courage. À côté de ce courage, finalement, il y a un prix à payer, puisque je crois que ton discours et tes positions t'ont valu une éviction du parti du Front National, il me semble. Ah oui, bien sûr. Tant que Jean-Marie Le Pen était à la direction du Front National, il maintenait une politique équilibrée en la matière. Dès que la Le Pen a accédé à la présidence, nous avons été exclus, tout à la fois parce que nous ne sommes pas des judéophiles, c'est le moins que nous puissions dire, et qu'on s'était opposé à cette politique qu'elle a appelée politique de dédiabolisation. Et on sait très bien où cette politique de dédiabolisation va la mener. Cette politique de dédiabolisation l'amènera rue de la Victoire à la grande synagogue de Paris, où elle fera allégeance. Alors, est-ce que ce sera avant la présidentielle ou après? On ne va pas faire de la politique fiction, mais je peux vous dire que c'est la logique de ce reniement du Front National en Rassemblement National, c'est que ce reniement se termine ou commence pour eux à la grande synagogue de la Victoire à Paris. Comment est-ce qu'on peut concilier ça avec le fait que, finalement, sur des dossiers comme la Syrie ou sur le nucléaire iranien, c'est un parti qui est quand même globalement plus réaliste et plus éthique que le Parti socialiste, l'UMP, etc., le reste de la composante politique française. Comment est-ce que tu expliques ça? Je pense que c'est l'influence positive des amis de la Russie au sein du Front National. Il y a quelques amis de qualité qui défendent l'alliance avec la Russie, et qui fait que certains au Front National sont alignés sur les positions russes au Moyen-Orient, les positions de Poutine, c'est-à-dire la défense d'un pouvoir souverain, le pouvoir souverain de Bachar el-Assad en Syrie, notamment. Donc, c'est cette influence-là qui est positive. Mais en matière de positionnement par rapport à l'entité sioniste, par rapport à Israël, il n'y a aucune ambiguïté, puisque, rappelle-toi, je parlais de cette marche du retour, qui était terrible, de voir ces manifestants désarmés, pacifistes se faire tirer comme des lapins, et après on s'étonne aujourd'hui qu'à Gaza, eh bien, ils aient préféré utiliser les roquettes et les missiles plutôt que les manifestations pacifiques. Ils ont assez donné en 2018, 2019. Mais souviens-toi de la position de Marine Le Pen sur cette marche du retour. Elle disait qu'Israël avait le droit de défendre ses frontières contre l'invasion de migrants. C'était une position. Elle comparait la lutte contre l'immigration en France et en Europe
à celle que menait Israël prétendument contre une invasion de Gaza, alors que rappelons les choses, c'est simplement une marche du retour, c'est-à-dire que ce sont des Palestiniens qui ont été déracinés, qui ont été, après ce qu'on a appelé ce qui s'appelle la Nakba, hein, la grande catastrophe des centaines de milliers de Palestiniens qui ont été chassés de chez eux et qu'on a retrouvés au Liban, en Jordanie, ce qui a tout déstabilisé tout le Moyen-Orient d'ailleurs, hein, et qu'on retrouve à Gaza. Donc, d'une marche de Palestiniens qui ne demandent qu'à recouvrer leur terre, la terre de leur père. D'ailleurs, ils ne retrouveront pas leur cimetière puisque les Israéliens rasent les cimetières aussi, il faut le savoir. Hein. Ils ont détruit le cadastre, il faut savoir aussi qu'Israël a détruit le cadastre pour que les Palestiniens ne puissent revendiquer aucune parcelle de leur terre. Il faut le savoir, ça va jusque-là parce qu'on voit les morts, on voit les enfants assassinés, on voit les femmes assassinées, les infirmières tuées, on voit la torture sur les points de contrôle, hein, les points de contrôle de l'armée israélienne, dans les prisons israéliennes, mais on voit moins qu'ils détruisent les champs palestiniens, qu'ils détruisent les cimetières et qu'ils ont même détruit le cadastre. Ça te montre un petit peu l'étendue de l'injustice là-bas. Donc, c'est pas une invasion migratoire d'Israël via Gaza. C'était pas ça. C'était des Palestiniens qui réclamaient le retour à leur terre. Voilà. Donc, il n'y a qu'à voir la position de la Le Pen sur cette question-là. Et d'ailleurs, son ancien compagnon, qui a une grosse influence au Front National, qui s'appelle Louis Alliot, quelqu'un qui est calé sur les positions de l'entité sioniste. Il s'est rendu plusieurs fois là-bas. Il est allé à Yad Vashem, ainsi qu'un responsable important aussi du Front National renié, Nicolas B. Donc, si Marine, elle devait se rendre d'ailleurs à de multiples reprises en Palestine occupée, certainement pour le pèlerinage obligatoire de la nouvelle religion shoatique à Yad Vashem. Hein. Si ça ne s'est pas fait, c'est parce que la communauté organisée du judaïsme en France, notamment le CRIF et la LICRA, s'oppose à ce voyage. Très bien, donc on n'a pas vraiment d'espoir à nourrir de ce côté-là, de ton point de vue. Je te remercie, Yvan Benedetti. J'espère qu'on pourra à nouveau échanger prochainement sur ce genre de sujet. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci de ton invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté. À bientôt, si Dieu veut. À très bientôt. Merci. Chers auditeurs, cette émission touche à sa fin. J'en profite donc pour vous informer qu'une chaîne d'information a été ouverte sur Telegram sous le nom d'Axe de la Résistance. Vous y trouverez des informations régulières sur le Moyen-Orient qui résiste, au bloc américano-sioniste et aux différents groupes terroristes. Je vous invite donc à nous rejoindre sur Telegram et vous salue chaleureusement.